Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un congrès qui se termine, uni et rassemblé. Parce que le plus important, c'est cela aussi. Alors je vous apporte le salut fraternel du Bureau confédéral, dont je suis secrétaire général. Je vois qu'il y a quelques membres du Bureau confédéral dans cette salle, mais c'est normal. Ils sont de la FGTA. En fait, on en a deux de la FGTA au Bureau confédéral et vous pouvez les applaudir. Donc je vous apporte le salut fraternel du Bureau confédéral. Une grande partie d'entre vous était au congrès à Rouen et nous avons terminé le congrès de Rouen unis et rassemblés. Parce qu'à l'intérieur de la maison, de temps en temps, et ne le dites pas à la presse, donc Valérie Forgeron ne note rien, les tiraillements et parfois la loi de l'emmerdement maximum, on est plutôt la première organisation syndicale que la troisième sur ce sujet-là. Mais c'est ça aussi. Alors certains disent l'auberge espagnole ou je ne sais pas quoi d'autre. En fait, c'est notre organisation syndicale, libre et indépendante, avec des statuts qui datent de 1947, mais qui pour autant sont toujours aussi pertinents. Parce qu'à l'époque, quand ils ont créé ces statuts, il fallait aussi se protéger de l'extérieur. Aujourd'hui, je ne connais pas tous les adhérents de FO et je ne tiens pas à tous les connaître. Le secrétaire de la fédération ne connaît pas tous les adhérents de la fédération. Le secrétaire de l'union départementale ne connaît pas tous les adhérents de l'union départementale. Le seul qui les connaît, les seuls, c'est le secrétaire du syndicat et le trésorier du syndicat. Et il faut que ça reste comme ça. Parce que le fédéralisme, nos deux jambes, la branche, l'union départementale. C'est ça qui fait notre ADN, mes camarades. Et puis, depuis 3 semaines, je suis le nouveau secrétaire général. Alors à chaque fois, on dit le nouveau. Alors Pascal Samout en a marre. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il assiste pour surveiller si je dis pas de conneries entre 2 fois. Il note. Alors je suis le nouveau secrétaire général de la Confédération. Les moustaches en fer à cheval, les boucles d'oreilles et puis des bottes. Et des lunettes, parce que même si je fais le beau, je vois rien sans les lunettes. Alors, le mandat, parce que la presse dit le nouveau patron de FO, bon, c'est plus facile, ça, les gens comprennent mieux. Mais je ne suis pas le patron de FO. Le patron de FO, c'est vous, les syndicats. Et puis, patron de FO, c'est comme quand on disait l'organisation, c'est le ministre de l'Intérieur. Bon, là, on y a mis une femme, et de la FGTA en plus à l'organisation. Moi, je suis le premier mandaté. Pas autre chose. Et le mandat, la feuille de route, la ligne, pas les orientations, pas un programme politique, pas quoi que ce soit, c'est nos résolutions, comme vous l'avez fait tout à l'heure. C'est ça qui fixe la ligne de l'organisation syndicale, c'est pas autre chose. Après, on peut penser ce que l'on veut, mais pour autant, c'est nos résolutions qui fixent le mandat, et c'est ce mandat que nous devons porter les uns et les autres, chacun à notre niveau, pas autre chose. Et puis, depuis dimanche, nous sommes redevenus beaux, les organisations syndicales. On est fort.
Alors j'ai expliqué, et je lui avais déjà dit avant le premier tour aux élections législatives, à Emmanuel Macron, que sortir l'étendard de la retraite à 65 ans pour faire de l'électoralisme, ça s'appelait juste de l'électoralisme et que de toute façon nous serons contre. Je lui ai expliqué que nous recevoir l'avant-veille du premier tour des élections législatives, c'était un coup de com', mais pour autant, comme on avait demandé ce rendez-vous, nous y sommes allés, j'y suis allé avec d'autres organisations syndicales, et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Et ce que j'avais à lui dire, c'était le mandat de nos résolutions. Et une des premières choses que j'ai dites, et Laurent l'a évoqué tout à l'heure, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective, aux interlocuteurs sociaux, pas aux partenaires sociaux. C'est comme ça la démocratie sociale. Et depuis dimanche, je charge mon téléphone 3 fois par jour, j'ai des appels de gens qui ne savaient même plus que nous existions, ou quand ils pensaient que nous existions, ils nous faisaient des lettres de cadrage tellement serrées qu'au bout du bout, ils disaient « Ah vous n'arrivez pas à tomber d'accord, donc je vais l'imposer ». Eh bien, depuis dimanche, c'est bien ce que vous dites, Monsieur Souillot. Alors, je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est mon organisation. Parce que moi, je dis juste ce que nous avons écrit dans les résolutions. C'est bien de dire redonner la place à la négociation collective. La place qui est la sienne, c'est le L1 du code, c'est pas autre chose. Et interlocuteurs sociaux, pas partenaires sociaux. Et quand le président de la République dit faut que tout le monde prenne ses responsabilités, nous on les a toujours prises. Y compris quand il a fallu lui expliquer que la retraite par points, on n'en voulait pas. Parce que depuis longtemps, on n'avait pas eu de victoire sociale, mais là, sur ce combat, nous l'avons eu, cette victoire. Et grâce à nous tous, pas juste les secrétaires confédéraux qui défilent. La mobilisation a payé. On a bloqué la retraite par points. C'est vous qui l'avez fait, mes camarades. Et puis, le président du MEDEF, mais ça ne le répétez à personne, je crois que je vais déjeuner avec lui la semaine prochaine, me dit « Ah, ça se voit que ça a changé. » Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'avant, Yves disait la même chose que moi. Ce serait bien qu'on se voit. Je suis d'accord avec ce que vous dites sur redonnons la place à la négociation collective. Alors, de temps en temps, il paraît, c'est une qualité ou un défaut, je suis un peu ironique, moins que Jean-Baptiste Cognesny, mais je suis un peu ironique. Je lui ai dit, ça tombe bien, monsieur Roux de Bézieux, que vous vouliez remettre en place la négociation collective, comme le dit le L1. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de majorité absolue et que vous n'allez plus avoir les cadeaux même quand vous ne les demandez pas. Il va falloir négocier avec nous. Alors il m'a dit que je n'avais pas changé parce qu'on se connaît depuis un petit moment, mais ils reviennent à la table de la négociation collective. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de majorité absolue et les cadeaux aux entreprises vont plus tomber comme à gravelotte. Donc il va falloir qu'ils se mettent autour de la table. Et se mettre autour de la table, on va aussi reparler des aides publiques, des aides d'État. Alors on n'est pas contre, nous, à IFO, mais les aides d'État sans contrepartie. Alors vous savez, on a toujours un débat sur les chiffres. Le chiffre des organisations syndicales, le chiffre de la police, combien ça fait, et tout cela. Mais là, on a des chiffres. Et celui qui les avait annoncés, il était ministre du Budget à l'époque. Depuis, il est passé à l'Intérieur, c'est Gérald Darmanin. Entre 142 et 143 milliards d'euros par an d'aide publique aux entreprises sans aucune contrepartie, mes camarades.
Et au président de la République, j'ai rien contre, je connais même bien ce groupe-là, j'ai parlé de Total Énergie. Total Énergie qui aujourd'hui est le concurrent d'EDF-GDF et où on parle d'indépendance énergétique depuis la guerre en Ukraine. D'ailleurs, juste un petit aparté. Avant la guerre en Ukraine, tout venait de Chine et le transport coûtait cher. Depuis la guerre en Ukraine, tout vient d'Ukraine. Hein. Le blé, le maïs, l'huile, le machin, l'essence, le gaz. C'est incroyable cette géopolitique, comment elle se promène. Donc sur le président de la République, je lui parle des aides sans contrepartie. Et les contreparties que nous réclamons, nous, organisations syndicales, c'est maintien de l'emploi, localisation de l'emploi en France, pas de délocalisation de l'industrie pour aller spéculer sur le dos de pauvres bougres comme nous, qui ont juste besoin de manger comme les salariés français, pas autre chose. Hein. Et puis, conditions de travail, augmentation des salaires, négociation dans les branches, pas autre chose comme contrepartie. On n'est pas en Union soviétique où on décide pour tout le monde. Et j'ai pris l'exemple de Total. 7 milliards d'euros de dividendes à partager entre 22 actionnaires. Ça fait pas mal, chacun. Et aurait-il été plus pauvre avec 6 milliards 150 millions d'euros? Parce que les aides publiques à Total Énergie, c'est 850 millions d'euros par an. Eh bien ça, c'est pas admissible. Pour autant, Total n'en a pas besoin de ces aides. Il peut financer la recherche, il peut financer tout ce qu'il a besoin. Et ces 850 millions sont venus augmenter les dividendes. Et ces 22 actionnaires internationaux vont se répartir ces 850 millions qui auraient été bien pour service à la personne. Et il m'a répondu que oui, il fallait peut-être regarder des choses, mais on était avant le premier tour des législatives. Depuis le second tour des législatives, et nous, comme d'habitude, je ne suis pas directeur de conscience. Le secrétaire général de votre fédération n'est pas directeur de conscience. Vous votez pour qui vous voulez. Quand vous êtes dans l'isoloir, c'est vous qui choisissez le candidat que vous mettez dans l'urne, que vous acceptiez d'aller voter ou pas. Et par contre, dans nos assemblées, comme dans les congrès, on ne parle pas de politique. On parle de syndicalisme. On ne fait pas du sociétal. On ne fait pas tout et n'importe quoi. C'est ça notre liberté et notre indépendance. Parce qu'il y a tout un tas de journalistes qui m'ont interrogé depuis le début de la semaine, enfin qui nous ont interrogés, puisque l'Express, la semaine dernière, a fait un article « Les syndicats et Emmanuel Macron ». Donc c'est des secrétaires confédéraux qui ont répondu à l'Express. Mais Emmanuel Macron a remercié la CFDT et la CGT. Bon, c'est pas nouveau. La loi sur la représentativité d'août 2008, c'était déjà les deux mêmes. Ce que vous disiez tout à l'heure sur la libre désignation de nos délégués syndicaux, c'est août 2008. La transparence financière et la transparence de la transparence, ça s'appelle de la dictature, mes camarades, pas autre chose. Hein. Et donc, il les a remerciés. Et j'avais Libération qui voulait faire un article sur nous et un portrait de moi. Je ne sais pas pourquoi faire d'ailleurs,
Peut-être que ça va attirer les jeunes qui aiment les bottes, les motos et les boucles d'oreilles. Mais moi, j'aime pas les cheveux longs, donc ceux qui sont un peu... La rédactrice en chef de Libération me dit la CGT et la CFDT n'iront pas siéger où il y aura des députés du Rassemblement national. Et moi, je souris. Et elle me dit et ça vous fait rire? Je dis non, je ne ris pas, je souris. Je souris parce que depuis 5 ans, des députés du Rassemblement national, il y en avait 13 d'élus. Et à chaque fois qu'on a eu une audition parlementaire dans toutes les commissions où nous devons aller répondre, à chaque fois, il y avait des députés du Rassemblement national. Donc aujourd'hui, parce que tout le monde veut faire le buzz, mais ce n'est pas les organisations syndicales qui choisissent ces députés, hein, c'est les citoyens. Et il faut que ça reste comme ça, parce que nous, on choisit nos représentants dans nos différentes instances, mais on ne choisit pas les politiques qui siègent à l'Assemblée nationale. Il faut que ça le reste, mes camarades. Donc, sur les aides publiques et les contreparties, depuis dimanche, il faut redonner la place à la négociation collective. D'ailleurs, cet après-midi, Michel Boga et moi, on a une visioconférence avec le ministère du Travail pour nous parler du PAC pouvoir d'achat. Donc le PAC pouvoir d'achat, c'est un PAC. C'est comme les sacoches qu'on vous a données, on vous met dedans des cadeaux et tout cela. On vous explique en fait, en gros, comment vous passez de moyens pour pouvoir remplir votre frigo ou pour pouvoir faire le plein de votre bagnole. On met des rustines sur des pneus qui sont déjà, pour certains, très très dégonflés. Et c'est pas de leur faute. Parce que les salariés ils travaillent. Et ils veulent juste pouvoir vivre de leur travail. Pas autre chose, ils font pas la manche. C'est pas les restos du cœur, le secours populaire ou le secours catholique, donc les rustines. Vous savez où ils vont se les... Non, je peux pas le dire, je suis secrétaire général. Alors évidemment, ils les prendront, et c'est normal. Pour autant, ce que nous, on va dire, que ce soit pour les salariés du privé comme du public, il faut augmenter les salaires maintenant. C'est pas autrement. Et je regarde Philippe Grasset de la Fédération des finances, le dégel du point d'indice. C'est pas que le réchauffement climatique qui doit faire le dégel du point d'indice. Parce que qu'on soit dans le privé ou dans le public, l'inflation, elle est pour tout le monde pareille. Et les prix qui s'envolent sont pour tout le monde la même chose. Donc les salaires, l'augmentation, c'est maintenant, que ce soit les salaires du privé ou du public. Et quand on dit les salaires du public, avant, souvent, on avait cette petite guéguerre, nous, dans la maison, entre le privé et le public. Mais c'était avant. Parce qu'en fait, on serait d'accord pour qu'il y ait des aides données sans aucune contrepartie aux entreprises, et on ne serait pas d'accord pour qu'on augmente le salaire des fonctionnaires, ce qui permet l'égalité de traitement pour tout le monde sur la totalité de la République une et indivisible, parce que leur salaire à eux, mais c'est avec nos impôts. Mais on finance quoi avec ça? On finance l'égalité de traitement pour la totalité des citoyens français. Pas autre chose, mes camarades. Donc, public, privé, augmenter les salaires, c'est maintenant.
Alors, sur pouvoir d'achat, j'en avais déjà parlé dans la presse la semaine dernière. Bien évidemment que les plus précaires vont le prendre. C'est normal. Ils ne font pas la manche pour autant. Mais par virement sur leur compte, je l'ai expliqué au président de la République, on ne serait pas d'accord, nous on va dire augmenter les salaires. Alors il me reprend en me disant « Ah oui, vous êtes comme Mélenchon, vous, le SMIC à 1500 €. » Ben en fait non, c'est pas nous qui sommes comme Mélenchon. C'est Mélenchon qui a repris le SMIC à 1500 €. Si vous regardez dans son programme, c'était pas ça. Et je lui ai dit que le SMIC à 1500 €, il était presque d'accord avec nous, le président de la République. Quand il y a eu l'épisode Gilets jaunes, il a bien rajouté au SMIC 150 € de prime d'activité. Eh bien, 150 €, il est à 1400 quelque chose, ben, il fait encore un effort et il fait payer les entreprises, pas notre protection sociale avec la prime d'activité. Et donc, sur les rustines, le chèque alimentaire ou le chèque énergétique, par virement, ben, parfois, le virement, quand il arrive sur le compte, ben, il bouche un peu de découvert et il sert à payer des frais bancaires. Alors on m'a dit « Ah oui, mais c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne sait pas gérer. » C'est pas ce que j'ai dit. Mais pour remplir le frigo et nourrir ses gosses, payer son loyer, l'essence plus chère et tout cela, ben parfois, souvent, pour les moins bien payés d'entre nous, et le SMIC c'est 2 millions de salariés, sur ces 2 millions, 60% de femmes, et sur ces 60% de femmes, 50% élèvent des enfants seuls. Donc parfois, la fin du mois, elle commence tôt dans le mois. Donc les rustines, ça va, et si c'est pour rembourser des frais bancaires, ça ne peut pas aller du tout, mes camarades. Donc je lui ai dit, comme il l'avait fait au moment du quoi qu'il en coûte, bah, qu'il appelle la Fédération des banques et qu'il leur demande que si on verse 60 € sur un compte, ça ne serve ni à boucher un découvert, ni à payer des frais bancaires. Il avait obtenu le gel après la première pandémie et les banques n'ont pas perdu d'argent, quelle que soit la pandémie, quelle que soit la guerre ici ou là. Donc ils ont les moyens de pouvoir le faire. Donc je lui ai demandé et je lui ai aussi rappelé qu'en Europe, c'est pas souvent qu'on est les premiers, mais sur le montant des frais bancaires, nous sommes les premiers Européens. Tous les autres ont baissé. Alors le secrétaire général de l'Élysée m'a dit « Oui, mais c'est en train de diminuer. » Oui, bien sûr, mais nous sommes encore 27% au-dessus des autres. Donc à chaque fois que vous avez un petit découvert ou une carte qui passe pas ou quoi que ce soit, ben on vous colle 27% de plus, et souvent les plus précaires. Ben c'est là où ils morflent le plus. Et quand leur paye tombe, et qu'on a retiré tout ce qu'il y avait comme frais, ben la fin du mois elle est difficile et souvent le 6 ou le 7 déjà. Donc les rustines, non, augmenter les salaires, c'est maintenant, et le SMIC à 1500 €, ça doit être maintenant, mes camarades. Et quand je dis remplir le frigo, c'est pas péjoratif, hein. On sait tous ce que ça veut dire, hein. Parce que parfois, quand on ouvre et qu'on a un écho au fond du frigo, et que les gosses rentrent de l'école et qu'ils disent « Qu'est-ce qu'on mange ?» Ben c'est raide à tenir pour tout le monde, et surtout pour les gosses. Donc le SMIC, 1500 €, c'est maintenant. Et s'il doit y avoir une prime d'activité, ben elle perdure la prime d'activité. Mais en même temps, faisons payer les entreprises. Quand on regarde les entreprises du CAC 40, aucune n'ont perdu d'argent. Et un journaliste à BFM Business
la télé du CAC 40, qui m'avait filé une chaise à roulettes qui n'arrêtait pas de se tirer, j'avais dû coincer mes bottes dans la table. Ça s'appelle comme ça la déstabilisation. Me dit, bah oui, mais le partage des richesses pour les entreprises qui vont bien, mais celles qui vont pas bien, on peut pas augmenter les salaires. Ah ouais. Donc si vous avez de la chance, vous êtes dans une entreprise qui va bien, et là on vous augmente. Et si votre entreprise va pas bien, mais c'est de votre faute si elle va pas bien, hein, c'est jamais de la faute de ceux qui décident. Et bien là on vous augmente pas. Et moi j'ai juste expliqué que qu'on soit dans une entreprise qui va bien ou une qui va pas bien, d'ailleurs dans celles qui vont bien, qu'on nous met en avant tout le temps. Je comprends même pas qu'il y ait encore des smicards dans ces entreprises qui vont très bien et qui touchent des aides de l'État. Donc ces entreprises-là, elles devraient donner l'exemple et augmenter les salaires, pas autre chose. Alors sur le SMIC à 1 500 €, on a envoyé, après une décision de la CE confédérale, nos revendications à tous les candidats à l'élection présidentielle, comme nous le faisons à chaque fois, pour éviter de se faire instrumentaliser par les uns ou par les autres. Et puis après, on a reçu ou on était reçus par ceux qui voulaient nous voir. Le président de la République, candidat à l'élection présidentielle, n'a pas souhaité avoir de rendez-vous avec nous. Sinon, on lui aurait parlé du SMIC, peut-être qu'il l'aurait mis, plutôt que la retraite à 65 ans. Pour faire un peu d'électoralisme et récupérer quelques voix à droite, hein, pas autre chose. Hein. Et donc, quand nous avons été reçus par Jean-Luc Mélenchon, on lui redonne nos revendications et lui avait calculé 80% du salaire médian, mais il n'avait pas vu que le salaire médian avait augmenté. Donc il a modifié sa proposition et c'est nous qui avons dit à Jean-Luc Mélenchon que le SMIC c'était 1 500 €. Alors c'est pas juste parce que 1 500 € ça fait rond, c'est 80% du salaire médian, c'est pas autre chose. Mais pour revendiquer, on arrive tous à le faire. Et si j'étais tout seul à revendiquer, la nuit, j'ai des aspirations révolutionnaires, comme la plupart d'entre nous. Mais quand je me réveille le matin, je suis un peu plus pragmatique. Ah merde, j'ai plus d'essence dans la voiture, faut que j'en mette. Donc, la pratique contractuelle et conventionnelle, le réformisme, comme nous le connaissons tous, la liberté de la négociation collective, c'est ça qui fait avancer les choses. C'est pas parce que les révolutions, où qu'elles existent, au bout du bout, ça fait beaucoup de morts, et surtout chez les travailleurs. Donc, le réformisme et la pratique contractuelle et conventionnelle, parce que nous sommes tous réformistes dans notre maison, c'est ça notre marque de fabrique, c'est ça notre ligne de conduite, c'est ce que nous devons mettre en place et continuer à faire vivre. Alors, on m'en a parlé aussi, apparemment, on devrait demander l'abrogation des ordonnances Macron sur les IRP. Je ne sais pas si on va le faire, ça. Alors, en même temps, parce que c'était son mot, en même temps, Emmanuel Macron nous avait donné raison quand il a fait la fusion des instances. Il a abrogé les lois Auroux. Les lois Auroux dont, quand elles ont été mises en place, nous en avons demandé l'abrogation pendant 20 ans. Donc il les a abrogées pour nous. Non, je rigole, c'était juste une plaisanterie, mais c'est la réalité. Alors quand nous rencontrons la Première ministre ou le ministre du Travail, alors ils sont d'accord avec nous, hein. Surtout depuis que le congrès de la CFDT, les militants de la CFDT ont rappelé à Laurent Berger que les ordonnances et puis la fusion des instances et les 3 mandats successifs et pas plus, ça pouvait plus durer. Donc, vous voyez, comme quoi aujourd'hui tout change dans ce nouveau monde, mes camarades.
Et il y a différentes manières d'abroger. D'après ce que j'ai cru entendre, mais je pense qu'on en entendra parler cet après-midi, et pour la fonction publique, on est en train déjà de regarder des choses sur les moyens des organisations syndicales. Bon, les 3 mandats successifs, il devrait y avoir un décret qui annule cette partie-là de l'ordonnance. Alors, vous pouvez vous applaudir 2 fois plus fort parce que la première fédération qui l'a relevé et demandé, c'était la vôtre, la FGTA, et c'était déjà Patricia Drevon. Et puis, il y a eu la pandémie. Et là, dans les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, ils se sont aperçus que mettre en place un protocole Covid ou je ne sais quoi d'autre, sans CHSCT, c'était compliqué. Et depuis une petite semaine, les aides publiques aux entreprises, les gels des cotisations et tout ce qui va avec, sont arrêtés. On doit redevenir à un fonctionnement normal. Et bien du coup, les URSSAF et les inspections du travail, qui pendant toute cette période, je ne sais pas, ils étaient à la plage ou je ne sais où, relancent les contrôles aux entreprises. Et ça commence à bouger un peu dans le Landerneau pour les camarades bretons. Vous voyez, même la Bretagne, j'aime quand même. C'est pas forcément réciproque tout le temps, mais... Comment ça? Donc pour le coup, la remise en place des CHSCT, ça devrait faire l'objet d'une discussion entre interlocuteurs sociaux. Comme quoi, quand il n'y a plus de majorité absolue à l'Assemblée, ce qui n'était pas possible l'avant-veille, le devient. Parce que si on trouve des accords ou des modifications, l'Assemblée va la voter. Parce que si elle ne la vote pas, ce n'est pas le gouvernement qui l'aura faite. Ce sera un accord entre les interlocuteurs sociaux et pas autre chose. Donc, il y aura une majorité pour que ce soit voté à l'Assemblée. Comme quoi on est redevenu beau depuis dimanche, moi je vous le dis. Et donc, on va pouvoir revenir sur les modalités de désignation du délégué syndical. Parce que le délégué syndical, c'est l'organisation syndicale qui doit le désigner, c'est personne d'autre. Les camarades qui votent pour nous dans les entreprises, tant mieux. Mais pour autant, c'est le délégué syndical de l'organisation. Ça, on va le remettre aussi. On va le remettre aussi sur la table. C'est pas parce qu'on est à la FGTA, on va parler de la boulangerie, non. Alors, vous avez vos 2 secrétaires confédéraux de la FGTA qui applaudissent et qui ont un sourire jusqu'aux oreilles, c'est eux qui vont la porter, la revendication. Tu surveilleras, Pascal, que ça se passe bien. Donc, tout cela, le président de la République nous a expliqué aussi, et ça c'était il y a encore quelques semaines, qu'il voulait mettre en place un truc, un machin, comme aurait dit le général de Gaulle, et ça fait 4 fois que je cite le général de Gaulle, le CNR. Mais le CNR version Emmanuel Macron, c'est pas le Conseil national de la résistance.
Parce que refondation ou reconstruction, suivant quel est le mot qu'ils mettent derrière le R, c'est pas synonyme de résistance. Et le CNR, quand il a été mis en place, notre pays était exsangue. Après entre 5 et 6 ans d'occupation, les déportations. Comment on redonnait à notre République, et là on ne parlait pas de la 5e République ni quoi que ce soit, mais à la République française, comment on lui redonnait son éclat, comment on arrivait à la reconstruire. Et les orientations du CNR à l'époque, une des premières était l'indépendance énergétique. Vous savez, celle qui nous manque depuis la guerre en Ukraine. Et au CNR, ils ont fixé les orientations de tout ce qui est notre protection sociale. Notre protection sociale qui nous prend de la naissance jusqu'à notre mort. Ce qu'on appelle, nous, le salaire différé. La différence entre le brut et le net. Ou quand on est blessé ou malade, quand on se rend à l'hôpital, on nous demande juste la carte vitale, pas la black card ou la gold. Eh bien, le CNR, c'était ça. Et donc, je lui ai expliqué que j'avais saisi mon ami Google et que dans la liste des synonymes de résistance, il n'y avait ni refondation ni reconstruction. Donc son CNR, alors qu'il a été reporté sine die, ça tombe bien parce qu'à la première réunion de travail, ils avaient oublié de nous inviter. Donc j'étais certainement un spam sur mon adresse mail, mais le CNR est reporté sine die et on va continuer de lui dire que le machin, on n'en veut pas. Parce que ça existe tout ça déjà, cette instance. Ça s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. Il y a déjà mis des associations de citoyens. Vous vous rappelez, on avait eu ça sous le premier mandat, participation citoyenne, et puis grand débat. Au bout du bout, il en est sorti quoi? Rien, ça fait pchit. Et si on redonne la place qui est la sienne à la négociation collective, j'ai l'impression de me répéter, mais il n'y a pas besoin de CNR ni quoi que ce soit. Il faut juste que sur la table, il y ait plusieurs interlocuteurs pour discuter. Parce que seul, même parfois, j'arrive à ne pas être d'accord avec moi-même. Mais il faut être deux pour négocier, il faut être deux pour discuter. Donc redonnons la place à la négociation collective. Et puis, dans ces priorités, nous avez parlé de la santé, en général, et de l'éducation nationale. Je lui avais rappelé, pas je lui avais rappelé, que les tests qu'ils sont en train de faire à Marseille, moi je suis ni pour ni contre, bien au contraire, je n'y connais rien. Mais éducation nationale porte bien son nom, c'est national, avec un statut, pas autre chose. Parce que quand le directeur d'école va commencer à être comme n'importe quel patron du privé, où il va demander un CV à un institut ou un prof qui sera formé, qui aura fait l'école, qui sera diplômé, agréé, quand on va venir lui demander de fournir son CV, alors que sur son CV, il n'y a rien à écrire. C'est un fonctionnaire d'État. C'est pas autre chose. Et l'éducation, elle est nationale, elle doit rester nationale. Pas autrement, mes camarades. Parce que quoi qu'on en pense, même si certains d'entre nous n'ont pas été à l'école longtemps, notamment moi, l'instruction, c'est ça qui nous permet l'élévation, les uns et les autres, quel que soit le milieu dont on vienne. Et l'école gratuite, on en parle depuis toujours, mais pour ça, il faut une éducation nationale, pas autre chose, mes camarades.
Et son autre priorité, c'est la santé. Alors pour la santé, tout va bien. On ne regarde les choses que sous le volet économique, parfois même mathématique. Comment on gagne ou comment on perd de l'argent. Mais c'est des politiques publiques depuis des décennies. En gros, depuis 1992, où on a commencé à revoir le financement à travers la sécurité sociale. Eh bien, sur la santé, parfois vous avez des aberrations qui, pour les salariés, étaient un progrès social. J'ai demandé au président de la République comment on pouvait avoir intéressement et participation aux bénéfices pour les centres de lutte anti-cancer. Je me demande comment on peut avoir de l'intéressement ou de la participation aux bénéfices dans les centres de lutte anti-cancer. C'est impossible. C'est regarder la santé que sous le modèle économique. Alors on coupe moins de seins pour gagner un peu plus d'argent, on fait moins de prostate ou... Vous vous rendez compte l'état d'esprit? Alors pour les salariés, ils ont pris ces primes à la fin de l'année. Mais pour autant, moralement, psychologiquement, tout cela, c'est pas sain. Donc la santé, elle doit rester publique. Évidemment, il y a des cliniques privées qui sont financées par la sécurité sociale, comme pour les études. Mais pour le financement de toute notre protection sociale, c'est pas d'aide publique sans contrepartie, pas d'allègement de cotisation sans contrepartie, de l'emploi, du salaire et de la localisation sur le territoire français, mes camarades. C'est la lutte finale. Alors la carte, c'est ça. Qu'elle soit matérialisée ou dématérialisée, ou juste je deviens dépressif à tendance suicidaire, la carte dématérialisée, ce sera la transformation de cela. Une carte et des timbres. Parce que le fédéralisme dont je parlais en début de propos, nos deux jambes, les timbres union départementale, les cartes fédération. J'ai même proposé une fois par provocation qu'on change les choses. On donne les cartes aux UD et les timbres aux fédés. J'ai fait un tollé. Si je l'avais maintenu, je pense que je ne serais pas là en train de vous parler en tant que secrétaire général de la Confédération. Oui, bien sûr qu'il faut qu'on ait des discussions. Alors, autour de la carte et des timbres, depuis toujours, et au moins depuis le début des années 2000, on a eu des groupes de travail. Et les uns et les autres ont travaillé sur le sujet. Au bout du bout, nos statuts, une carte et des timbres. Alors après, qu'on les dématérialise et tout ce qui va avec, il faut trouver, parce qu'il y a des évolutions technologiques. Même moi, j'arrive à les faire avec mon téléphone. Mais il faut que ça reste. Alors après, est-ce qu'on dit un timbre, 12 timbres, 2 timbres, 3 timbres par an? Le budget de la Confédération, 40 millions d'euros. Les retours de cotisation à la Confédération, 8,7 millions. Donc la carte et les timbres. Si jamais on centralise les choses, on n'est plus à FO. On est à la CFDT ou à la CGT. Alors pour moi, ça me donnerait un pouvoir supplémentaire si j'avais toutes les remontées. Je pourrais expliquer à une union départementale qui ne serait pas d'accord avec les positions confédérales
que je lui reverserai pas tout de suite ces timbres. Je pourrais expliquer à une fédération qui ne serait pas sur la ligne confédérale que je lui reverserai pas tout de suite sa quote-part. La CFDT pratique comme ça. Quand ils ont des opposants, ils ferment les 3/4 du robinet. Et si l'opposant ne comprend pas, mais il ferme complètement. S'il comprend, il rouvre, mais pas totalement. Histoire qu'il se rappelle chaque fois qu'il aura un problème pour payer les salariés de l'Union régionale ou quoi que ce soit, que s'il déconne, le robinet se ferme. Eh bien nous, c'est ça notre liberté, notre indépendance, mes camarades. Votre liberté et votre indépendance. Alors je terminerai par un remerciement parce que l'heure tourne et puis va arriver l'heure de l'apéro et des repas et pour ceux qui restent. C'est le dernier point à l'ordre du jour. Ça tombe bien, il vient de revenir. Remerciement à Deyane et Deyane seule. Ça n'aurait pas fonctionné non plus. À Deyane et à l'équipe pour ce qu'ils ont fait. La progression de la FGTA. Parce qu'en termes de représentativité et en termes d'adhérents, vous êtes une des fédérations de la Confédération qui progresse. Donc merci Deyane pour le travail réalisé. Mais surtout, merci à vous toutes et tous qui portez les valeurs de FO et qui faisons qu'on se développe et qu'on continue d'être plus représentatifs, mes camarades. Bravo pour votre engagement. Soyez fiers et soyons fiers d'être FO. Il n'y a personne d'autre qui est FO à notre place. C'est nous qui portons l'étiquette, c'est nous qui portons la banderole de Force ouvrière. Tous les autres, c'est un petit peu la différence entre le beurre et la margarine. Nous, on est du beurre. Et puis, à Caen, il y a du bon beurre, hein. Alors, même si la période peut paraître compliquée, ma première qualité, c'est l'optimisme. Mais comme vous tous, ma deuxième qualité, c'est l'enthousiasme. Et si on est optimiste et enthousiaste, quelle que soit la période, on va avancer, mes camarades, on va progresser. Alors on était là avant, on est là maintenant, on sera là demain. Les hommes passent, l'organisation reste, parce que c'est ça, l'organisation. Les équipes passent, l'organisation reste. Mais c'est les équipes, c'est pas les hommes. Les chapeaux de cow-boy ou les chapeaux à plumes, ça va pas à tout le monde. Et c'est pas ça qui fait avancer l'organisation. Et donc, il faudra compter sur nous pour défendre les droits des femmes et des hommes, parce que on a fait faire une trame de discours au bureau confédéral, qu'on n'oublie pas de parler de l'égalité. Je sais pas qui a mis son nez là-dedans, mais pour défendre les droits des femmes et des hommes au travail, pour défendre les salaires, la sécurité sociale, les retraites. Si certains en font la mère des réformes, pour nous ce sera la mère des batailles, mes camarades. On n'acceptera rien sur les retraites. Les services publics, pour l'égalité sur la totalité de la République, une et indivisible. Et pour faire avancer le progrès social, la paix, la liberté. Vive le syndicalisme libre et indépendant, mes camarades. Vive la justice sociale. Vive Force ouvrière, mes camarades.
Bon, devant témoin, je vous le montre. J'ai un bol breton.